Un peu de physiopathologie maintenant avec le docteur Dugropré. Ça va nous faire du bien, savoir comment fonctionne le tabac sur l'organisme. Alors, bonjour, donc je suis le docteur Dugropré, je suis médecin généraliste libéral et je fais aussi des interventions en XAPA, vacataire. Je voulais vous remercier pour l'invitation et aussi d'avoir fait une session sur le tabac qui est quelque chose de très important. Donc, quels sont les effets du tabac sur l'organisme ? Déjà, le tabac, c'est dangereux pour la santé. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Pour prendre une rapide introduction sur les chiffres, on vient de le voir, les chiffres OMS de juillet 2019, que le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui en consomment, et le tabac tue plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde. À La Réunion, j'ai quelques chiffres, mais ils commencent à dater un petit peu. Un Réunionnais sur 4 est fumeur, et 66% des consommateurs de tabac déclarent avoir envie d'arrêter de fumer. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Et 13% des décès à La Réunion sont directement liés au tabac. Oui, c'est mieux. Excusez-moi. Alors, rapidement, la constitution, les composants d'une cigarette. Donc, il y a la nicotine. La nicotine, vous connaissez, c'est peu toxique, mais par contre, c'est un rôle addictogène très fort. C'est même plus accrocheur que l'héroïne, il faut le savoir. C'est ce que disait David tout à l'heure sur l'addiction qui s'installe rapidement chez les fumeurs. On a le monoxyde de carbone, je vais en revenir après, typique de la combustion, de toute combustion. Et on a on a 4000 substances irritantes et 50 substances cancérigènes. On a de l'acroléine, de l'acétone qui est un dissolvant, du butane, du goudron, du plomb, on a même du polonium. Enfin, on a beaucoup de... et c'est en vente libre, évidemment. Alors, risque cardiovasculaire du tabagisme. Alors, le premier des risques, c'est que le tabac peut provoquer une anoxie sanguine simplement par le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, donc, c'est une molécule qui est, lorsqu'il y a combustion, que ce soit la combustion du tabac ou d'autres combustions comme les barbecues ou dans le nord de la France, on a des intoxications au monoxyde de carbone lors des poêles qui sont chauffés et mal éteints. Ça se fixe, ça a une très forte affinité à l'hémoglobine et donc ça prend la place de l'oxygène au niveau des globules rouges et donc ça a créé une anoxie chronique au niveau des muscles, du cœur, et ça peut créer un essoufflement. Et donc, le monoxyde de carbone, il ne faut pas le sous-estimer, c'est un très grand pathogène. Il y a aussi le tabac peut aussi donner des spasmes artériels. Donc, ça diminue la vasomotricité des artères et ça peut donc diminuer, donner même des vasospasmes qui vont diminuer le flux sanguin et au maximum complètement boucher l'artère et créer par exemple au niveau du cœur de véritables parfois infarctus du myocarde vasospastique. Donc quelques études que j'ai mis sur le côté. Donc chez le fumeur, augmentation du risque d'angor vasospastique avec probablement une diminution des effets des médicaments vasodilatateurs et probablement dû à l'augmentation de sécrétion des catécholamines. C'est aussi le tabac un puissant facteur thrombogène par plusieurs mécanismes. Notamment l'inflammation chronique donne donc une augmentation du nombre de globules blancs. Le fait d'avoir une anoxie chronique peut donner une augmentation aussi du nombre de globules rouges, ce qui augmente la viscosité du sang. Il y a l'agrégation des plaquettes qui est augmentée. Là, une augmentation aussi du taux de fibrinogène. Et donc tout ça, ça nous donne une augmentation du risque de rupture de thrombose et de rupture de plaques. Et au maximum, quand il y a thrombose, évidemment, ça dépend où le caillot va être constitué, mais ça peut donner des infarctus du myocarde, des AVC, des ischémies aiguës de jambes, toutes ces pathologies cardiovasculaires liées au tabac. Et aussi, très important, le tabac qui est un très grand pourvoyeur d'athérosclérose, avec une augmentation d'environ 50% de la progression des plaques d'athérome chez le fumeur versus ce non-fumeur.
qui peut expliquer par pas mal de choses, notamment un plus haut taux de cholestérol et une diminution du taux de HDL-cholestérol, qui est le cholestérol protecteur, une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque aussi lorsqu'on fume, par une stimulation probable du système adrénergique. Et nous avons aussi une hypogeusie, une hyposmie relative, c'est-à-dire que quand on fume chroniquement, on a une diminution du goût et de l'odorat qui fait qu'on est plus attiré en termes de nourriture dans les aliments un peu plus goûteux et donc riches en acides gras saturés, qui est aussi pourvoyeur d'athérosclérose. Et donc, si on prend les risques relatifs des principales pathologies liées au tabac, on a l'infarctus du myocarde avec un risque relatif de 3 contre le non-fumeur, des accidents vasculaires cérébraux, risque relatif de 2 par rapport à un non-fumeur, 4 tabac plus pilule. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de contre-indication absolue, pilule plus tabac. Et par contre, il faut vraiment y penser en médecine générale ou en gynécologie, quand on prescrit la pilule œstroprogestative, de faire un point sur le tabac. Et donc, pourquoi pas en profiter pour parler d'arrêt du tabac. C'est vrai que les femmes, quand on leur demande d'arrêter soit la pilule ou le tabac, elles choisissent... Enfin, des fois, elles ne choisissent pas. Mais bon, vous avez l'expérience. Des ischémies aiguës des membres inférieurs, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un risque relatif de 2 à 7 selon les études, et l'anévrisme de l'aorte abdominale. À l'arrêt du tabac, en 20 minutes, on retrouve une tension artérielle et un rythme cardiaque normal. À 8 heures, on dit la diminution par 2 de la présence du monoxyde de carbone dans le sang. Donc c'est comme Gainsbourg, entre 2 cigarettes, on arrête de fumer, c'est bien. Au bout d'1 an, les risques d'AVC sont quasi équivalents à celui d'un non-fumeur et le risque d'être victime d'un infarctus est réduit de 50%. Et au bout de 5 ans, le risque d'infarctus est quasiment équivalent à celui d'un non-fumeur. Donc vraiment, l'arrêt du tabac est vraiment quelque chose de bénéfique et important à rechercher, quel que soit là où est la vie du patient tabagique. Donc, les risques pulmonaires du tabagique. Au niveau pulmonaire, les maladies infectieuses, donc on a vu que ça augmentait le risque de pneumopathie chez les fumeurs actifs et aussi chez les ex-fumeurs, et notamment aussi que ce soit en termes de pneumopathie communautaire à germes entre guillemets banaux, comme les pneumocoques, mais aussi à germes un petit peu atypiques comme la Legionella, la tuberculose pulmonaire, chlamydia et aussi les infections de BPCO. On va le voir après, mais ça augmente tous les types de pneumopathie. Des pistes physiopathologiques. Alors la principale piste physiopathologique étant l'altération de la clairance mucociliaire. À force de fumer, on va détruire les cellules ciliées qu'il y a dans le tractus dit dans la trachée. Et donc on va diminuer l'escalator mucocilaire et en plus on va sécréter par inflammation chronique, on va stimuler les cellules glandulaires qui vont faire de plus en plus de mucus visqueux. Et les deux ensemble, ça va donner le fumeur va avoir du mal à expectorer tout ça. Et la seule moyen de pouvoir épurer le mucus, les bactéries et les autres particules, ça va être la toux. Et on le retrouve le matin chez les fumeurs qui, au moment du lever, ont une belle quinte de toux pour évacuer tout ça. Il y avait aussi en piste physiopathologique l'augmentation du risque de reflux. Parce qu'avec une agression du sphincter supérieur de l'œsophage qui augmente le reflux et la déglutition des germes oropharyngés. Et il y a aussi une altération chronique des macrophages alvéolaires avec une augmentation du nombre de macrophages et de neutrophiles, mais qui sont, de par le fait du tabac, déficients dans leur activité phagocytaire et antibactérienne. Et dans la littérature, pour ceux qui aiment bien l'immunologie, il y a une modification de IL-8, IL-1 et IL-6 que j'ai retrouvé. Le tabac est aussi un grand pourvoyeur de BPCO et d'emphysème. Alors la physiopathologie par une inflammation chronique pulmonaire, par l'effet direct des substances du tabac, une déséquilibre de la balance antiprotéase et protéase. Alors au niveau physiologique, il y a les polynucléaires qui sécrètent de l'élastase, donc c'est une protéase qui va détruire l'élastine et le tissu conjonctif des poumons et être reconstruit par les antiprotéases. Et lorsque l'on fume,
il y a une déséquilibre de cette balance qui fait que les protéases sont en plus grand nombre et donc il y a une destruction un peu plus du parenchyme pulmonaire. Le stress oxydatif aussi donné par les polynucléaires neutrophiles et les macrophages qui donnent des radicaux libres et qui favorisent la BPCO et l'emphysème. Et le risque, les infections chroniques aussi. C'est un cercle vicieux parce que les complications de la BPCO et de l'emphysème, c'est des infections respiratoires et ça favorise aussi, ça aggrave la maladie. Et les complications principales, donc, de part de l'hypoxie chronique, ça donne des hypertensions artérielles pulmonaires et un cœur pulmonaire chronique, et aussi les infections respiratoires. Voilà. L'asthme aussi par le tabagisme, qui a une accélération du déclin de la fonction respiratoire, accélération de 17,8% de déclin chez les fumeurs contre 10% chez les non-fumeurs, les exacerbations de l'asthme qui sont plus fréquents et plus sévères, qui pourraient être expliquées par l'effet pro-inflammatoire du tabac, et aussi une diminution de l'effet des corticoïdes locaux, et l'arrêt du tabac est encore une fois bénéfique chez l'asthmatique, avec une diminution de la toux et des sifflements, et une amélioration de l'asthme. Et le dernier, mais pas les moindres, le fameux cancer bronchopulmonaire, on en a beaucoup parlé ce matin. Premier rang des cancers qui peuvent être prévenus et comme facteur de risque principal, le tabac. 80% des fumeurs, il faut le savoir, poursuivent leur tabagisme après le diagnostic, et surtout que le sevrage tabagique est associé à la réduction de la mortalité du cancer du poumon et une diminution du risque corrélé à l'âge de sevrage précoce. Donc pour rappel, je l'ai dit tout à l'heure, 4000 substances irritantes dont 50 cancérigènes, et le tabac est responsable de 8 cancers du poumon sur 10. Et donc à l'arrêt du tabac, dès le 3e jour, la respiration s'améliore. Au bout de 3 semaines à un mois, les cils bronchiques repoussent et les poumons peuvent se nettoyer à nouveau pendant la nuit. Au bout de 5 ans, le risque de cancer du poumon est diminué de moitié. Et donc, pour conclure, simplement pour retomber sur les pas addictologiques, je viens de faire pendant 12 minutes quand même les pathologies liées au tabac qui sont quand même quelque chose d'important. Et on a quand même une prévalence du tabac qui est très importante. Et quand on compare un peu les deux, on se dit qu'on arrive vraiment dans la maladie chronique acquise, l'addictologie, en reprenant par exemple la définition de l'addictologie qui est la poursuite d'un comportement ou de la prise d'une substance malgré les conséquences négatives qui en découlent. On arrive vraiment au lien entre l'addictologie et le tabac. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette revue exhaustive. Alors juste avant de lister les questions, juste un élément que je voudrais dire, parce que je pense que c'est important. Vous avez dit que effectivement les risques liés aux différentes maladies du tabac s'améliorent de manière très significative à l'arrêt du tabac. Il y en a une qui ne s'améliore pas, c'est la BPCO. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que chez des patients qui ont une BPCO, c'est simplement 33% des fumeurs, tout ce qui est perdu et ne se récupère pas, et c'est pareil pour l'emphysème. Donc c'est important de savoir l'identifier, le mesurer et bien entendu favoriser l'arrêt du tabac le plus précoce possible. Alors une question, pourquoi grossit-on à l'arrêt du tabac ? Alors, on grossit parce que pour plusieurs raisons. Dans la cigarette, il y a des éléments qui sont anthagènes, c'est-à-dire qui coupent des coupes fins, si vous préférez. Donc, automatiquement, on mange moins quand on fume, et aussi le fait d'arrêter de fumer, donc on diminue, il y a un équilibre au niveau du circuit de la récompense et de la dopamine qui se fait, et dans le sucre il y a aussi un peu de sécrétion de dopamine, donc pour ces deux raisons on peut grossir à l'arrêt du tabac. Mais la prise de poids peut être compensée par une activité physique, on peut en profiter pour faire une prise en charge globale et proposer de l'activité physique. Évidemment, l'arrêt du tabac est supérieur en termes de bénéfices pour la santé publique, pour la santé du patient, est supérieur qu'une prise de poids qui est de 2 ou 3 kilos en moyenne. J'ai bien dit en moyenne. Des fois, c'est plus. D'autres questions dans la salle en live ? Alors, vous avez partiellement répondu, mais je crois que c'est important peut-être d'insister. Pilule et tabac, est-ce que c'est essentiellement un risque de thrombose veineuse profonde ? Alors risque de thrombose, oui. Donc oui. Et il faut vraiment insister lorsqu'on renouvelle la pilule chez quelqu'un qui fume. Il faut vraiment insister sur le risque que prend la personne, la femme qui fume encore avec la pilule.
Et éventuellement, est-ce qu'il y a des différences entre les types de pilules? Est-ce que si chez une femme qui ne veut pas arrêter de fumer, est-ce qu'il faut à ce moment lui changer la pilule? Alors, on peut normalement passer d'une pilule œstroprogestative à une pilule progestative, c'est ce qu'on devrait faire, avec les contraintes de la progestative, c'est-à-dire heure fixe. Parfois, on n'a pas les règles, ce qui dérange les patientes, mais effectivement, il serait préférable. Oui. Alors que c'est la œstroprogestative qui est plus thrombogène avec le tabac. D'accord, un message important. Pas d'autres questions sur ce sujet? La salle avait demandé tropisme du tabac sur les artères aorto-iliofémorales, peut-être plus spécifique. Ça, je ne sais pas, j'avoue. D'accord. Il faut poser la question aux angiologues. Ok. Donc, mais je crois que c'est important parce qu'on voit, enfin c'est pas spécifique hein, aux gens, des fumeurs qui ont eu un cancer continuent parfois à fumer, mais pour l'artérite, j'avais une vieille notion qui disait que même une cigarette était extrêmement délétère lorsqu'on avait un antécédent d'artérite, et je crois que c'est vrai. Okay. Je vérifierai. Nos amis vasculaires, est-ce que vous insistez sur l'arrêt du tabac impératif chez les malades que vous opérez? Il faudrait insister, on insiste toujours. Il y a plein de tiers des patients qui font un vrai sevrage. Le sevrage persiste à Ok, donc vraiment insister en cas de pathologie avérée pour obtenir un sevrage du tabac, et on va avancer justement en comprenant pourquoi la triple dépendance va mieux traiter et surtout favoriser le sevrage. Merci infiniment pour cette présentation.